Maintenant que j'ai présenté un petit peu toute cette partie capture de données, je vais vous parler du logiciel de monitoring d'activité que l'on a mis en place dans le cadre du projet. Il est basé sur 7 modules qui peuvent être regroupés selon 4 catégories. Une partie réseau de neurones pour le premier module. Les 2 suivants, ce sont des modules de traitement d'image. Après, nous faisons du post-traitement qui nous permet notamment de faire le suivi des truies et l'identification. Et enfin, la dernière catégorie est la partie de génération des résultats qui seront utilisés par la suite. Je vais maintenant vous les détailler un par un pour vous expliquer un petit peu en quoi ils consistent. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter ce qu'est un réseau de neurones. Un réseau de neurones est une collection de neurones, des nœuds, qui sont répartis en couches successives avec des connexions entre ces couches. Nous nous basons toujours sur des architectures disponibles en open source la plupart du temps, que ce soit des TensorFlow, PyTorch, YOLO. Ce sont ce qu'on appelle des logiciels d'apprentissage statistique. Ce que je viens de vous présenter là, ça représente l'architecture d'un réseau de neurones. Pour le spécialiser, c'est-à-dire pour qu'il fonctionne dans le cas qui nous intéresse, à savoir détecter des truies, leur activité et leur point d'intérêt, on passe par ce qu'on appelle une phase d'apprentissage ou une phase d'entraînement. Cet entraînement utilise des paramètres et 2 ensembles de jeux de données, des données d'apprentissage et des données de test ou d'évaluation. Le premier est utilisé pour entraîner l'architecture, lui permettant de déterminer les bons poids. Les poids, ce sont des valeurs statistiques pour chaque nœud du réseau. Le second jeu de données, qui est le jeu de données de test ou d'évaluation, est utilisé pour tester et valider que le modèle fournit le résultat attendu. Cet entraînement se fait via un système d'apprentissage automatique. Cela génère ce que l'on appelle le modèle, qui est l'ensemble des poids associés aux connexions de l'architecture du réseau de neurones. Nous pouvons alors utiliser ce modèle pour analyser une donnée, dans notre cas une image. C'est ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence consiste à effectuer une prédiction pour une image à partir du modèle donné. Et donc, quand on parle de prédiction, on parle de boîtes englobantes qui entourent les cochons qui sont présents à l'image. Il existe plusieurs types de réseaux de neurones. Celui que nous avons entraîné, celui sur lequel nous sommes basés, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones de détection, qui, comme son nom l'indique, détecte image par image les truies, leur activité et l'emplacement de leur point d'intérêt. Voilà. Donc la sortie du réseau de neurones, ce sont, quand on a l'image brute, ce sont tous les rectangles qui sont rajoutés sur cette image. Notre réseau de neurones est basé sur l'architecture YOLO. Une fois qu'on a entraîné un réseau de neurones, on essaye de l'évaluer. On essaie de voir quelles sont ses performances, est-ce qu'il est bon ou pas. Passer une petite slide assez pointue, assez technique sur les différentes métriques qui sont communément utilisées pour mesurer la performance d'un réseau de neurones. Donc, quand je dis communément utilisé, c'est souvent utilisé dans le terme de l'intelligence artificielle. Pour cela, on s'appuie sur une certaine terminologie qui est définie sur le petit schéma à droite. Donc, dans ce schéma, on voit un rectangle vert, le rectangle à gauche, le côté gauche du carré. Dans ce rectangle, on a ce qu'on appelle les éléments pertinents. Par exemple, sur une image, ce sont toutes les truies qui seront debout. Toutes les truies qui sont debout sont indiquées dans ce rectangle vert. Dans le rectangle gris et la partie rouge, ce sont toutes les truies qui sont présentes à l'image, mais qui ne sont pas debout. Donc, ils sont couchés, en train de manger, assises, etc. Dans le cercle du milieu, nous avons toutes les truies qui ont été détectées par le réseau de neurones. Et à partir de ça, nous avons 2 possibilités. Soit nous avons ce qu'on appelle des vrais positifs, en vert foncé. Donc, ce sont toutes les truies qui ont été détectées par le réseau de neurones comme étant debout et qui sont réellement debout. Et la partie rouge, ce sont des truies qui ont été détectées comme étant debout, mais qui ne sont pas debout. À partir de ces informations, nous pouvons calculer ce qu'on appelle la précision. La précision mesure l'exactitude du réseau. Parmi toutes les détections de truies étant debout, combien sont réellement debout. Et nous avons le rappel, qui mesure l'exhaustivité du réseau. Parmi toutes les détections du réseau, quelles sont celles qui sont exactement debout. Enfin, nous utilisons une dernière métrique qui s'appelle la matrice de confusion, qui est un tableau qui permet de montrer
les détections par rapport aux vérités de terrain et de savoir si le réseau de neurones confond ou pas des classes. Quand je parle de classes, je parle des activités. Des classes, les activités les unes par rapport aux autres. Ça mesure la qualité du réseau. Si vous voulez vraiment retenir une slide, celle-là est un peu plus condensée, un peu plus synthétique. Donc il faut voir que la précision, donc, comme je le dis, mesure l'exactitude du réseau. Est-ce que le réseau arrive à détecter toutes les truies debout? Le rappel mesure l'exhaustivité du réseau. Est-ce que toutes les truies détectées comme étant debout sont réellement debout? Et enfin, la matrice de confusion qui permet de visualiser la confusion du réseau activité par activité. Petit exemple pour que ce soit encore un peu plus clair. Nous avons une image ici où il y a 7 truies. Des détections réalisées par le réseau de neurones. En vert, celles des truies qu'il a détectées comme étant debout. En bleu, assis. En marron, couché. Et en rouge, en train de manger. On peut voir qu'il y en a une truie qui a été détectée comme étant assise. Elle est effectivement assise. On a une précision de 100%. Pour l'activité debout, le réseau de neurones a détecté 3 truies debout. Il n'y en a réellement que 2 qui sont debout. La troisième est couchée. C'est un faux positif. On a donc une précision de 67%, 2 tiers. Pour la partie couchée, le réseau de neurones a détecté une truie à un endroit où il n'y a pas de truie. On a donc une précision de 0%. Et enfin, pour la truie détectée comme étant en train de manger, elle est effectivement en train de manger, on a une précision de 100%. Si je passe au niveau du rappel, pour l'activité assise, on est toujours, il y a une seule truie qui est assise, qui a été détectée effectivement comme étant assise, on est à 100%. Sur les 3 truies qui sont réellement debout, on n'a détecté que 2 comme étant debout, on est à 67% de rappel. On a une truie qui est couchée, qui a été détectée, mais pas avec la bonne activité, donc on a un rappel à 0%. Et enfin, nous avons sur l'image 2 truies qui sont en train de manger, il n'y en a qu'une seule qui a été détectée comme étant de manger, le rappel est de 50%. Une fois qu'on a tout ça, comment est-ce qu'on entraîne les réseaux de neurones? Donc on utilise, comme je vous l'ai indiqué, 2 jeux de données. Un jeu de données d'entraînement qui correspond à peu près à 80% du jeu de données global. Donc quand je parle du jeu de données global, c'est toutes les données que nous avons annotées précédemment. On l'utilise pour entraîner les réseaux de neurones. Et à côté, nous avons un jeu de données d'évaluation qui représente les 20% restants, qui est utilisé pour mesurer les performances du réseau. Il est important que ce jeu de données d'évaluation réponde à 3 critères principaux. Il doit être représentatif des données de production, être équilibré et être indépendant des données d'entraînement. Ce qui signifie que, par exemple, pour scinder notre jeu de données global en 2, on peut utiliser un filtre qui nous dit toutes les vidéos issues d'une caméra bien spécifique ne sont utilisées que pour l'évaluation, ce qui permet d'évaluer le réseau sur des données qu'il n'aura jamais vues et donc d'éviter les biais de détection. Au niveau de l'évaluation, voici des résultats d'évaluation sur les données grand angle, donc des INRAE. On voit qu'on a des bonnes performances au niveau des activités debout, couché sur le ventre et couché sur le côté, qui correspondent, si vous vous rappelez bien, aux activités qui sont surreprésentées dans le jeu de données. Donc on a des bonnes détections là-dessus. On a aussi une bonne performance pour l'activité en train de manger. C'est une activité surreprésentée, mais le DAC est vraiment très spécifique au niveau des salles. Et donc là, on a ce qu'on appelle un surapprentissage, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien avec le DAC INRAE, mais si on analyse les données avec ce réseau sur d'autres salles avec des DAC différents, les performances vont chuter. Au niveau des truies assises, donc les truies assises, c'est celles qui sont là. On a 57% qui sont réellement détectées comme assises et 21% qui sont détectées comme debout. Là, c'est clairement dû au fait qu'on manque de données pour cette activité. Elles sont sous-représentées dans le jeu de données global. On manque de données, donc on a des performances qui sont dégradées. Enfin, pour les truies en train de boire, on en a 27% qui sont réellement détectées et 68% qui sont là qui ne sont pas détectées. C'est lié aussi au manque de données et aussi au fait que les abreuvoirs ont changé au cours du projet et les caméras ont été un petit peu déplacées, ce qui fait que, contrairement au DAC où les truies sont enfermées, où le réseau de neurones a bien compris que dès qu'elles étaient en haut derrière une cage, elles étaient en train de manger. Pour les activités en train de boire, il n'a pas tout à fait compris comment il arrivait à les détecter.
Au niveau du réseau de neurones développé pour les caméras fisheye, on a une bonne performance sur l'activité debout. On voit que pour les trucs couchés, donc ici, je ne vais pas présenter réellement ce que c'est la matrice de confusion, je vais le faire maintenant alors. Quand on regarde les lignes correspondent à la vérité terrain, c'est-à-dire aux données que nous avons annotées manuellement. Au niveau des colonnes, ce sont les prédictions du réseau de neurones. Le but étant d'avoir au maximum la diagonale du centre qui soit le plus proche de 1. Là, on voit que 75% des trucs qui sont couchés sur le côté sont détectés comme étant couchés sur le côté. Il y en a 10% qui sont détectés comme étant couchés sur le ventre. Et à l'inverse, on a 21% des trucs couchés sur le ventre qui sont détectés comme étant couchés sur le côté et 56% comme étant vraiment couchés sur le ventre. On voit qu'il y a une petite confusion entre ces deux activités. Une des raisons, c'est qu'il peut y avoir, sur certains cas, des ambiguïtés possibles entre deux activités. On part du principe qu'une truie couchée sur le ventre a ses 4 pattes d'un même côté, on voit ses mamelles. Mais de temps en temps, elle peut avoir juste 3 pattes et demie. Et donc, en fonction de la personne qui annote, soit il va dire qu'elle est couchée sur le ventre ou sur le côté. Ça peut varier. Une idée d'amélioration pour avoir des performances un peu plus puissantes serait de fusionner ces deux activités en une seule. Au niveau des truies assises, on a les mêmes résultats que précédemment, liés à un manque de données de l'activité assise. Et enfin, au niveau des truies en train de manger, on n'en a aucune qui est détectée, mais comme je l'ai indiqué, au niveau de la salle de l'IFIP, elles sont non visibles car elles se trouvent à l'intérieur du DAC qui est fermé. Une idée d'amélioration concernant ces activités manger et de boire serait au lieu d'utiliser les caméras pour détecter les activités de ces truies, c'est de dire qu'elles sont debout et d'utiliser les données issues des antennes RFID qui se trouvent dans nos salles au niveau du DAC et des abreuvoirs pour détecter les activités manger et boire. Nous avons aussi fait une évaluation externe du réseau de neurones, donc appuyé sur des différentes données. Et je vais passer la main à Johan qui va vous expliquer un peu cette partie. Merci Mathieu. Donc, comme expliqué par Mathieu, l'idée quand on développe ce type de logiciel, c'est d'avoir un logiciel qui fonctionne. Et quand on le développe, souvent ça fonctionne bien. Donc là, vous avez une carte de France avec en rouge les 2 fermes expérimentales que Mathieu a présentées tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'était de faire une évaluation externe du réseau de neurones, donc de rajouter encore des images qui n'étaient jamais vues. Et ça, c'est la coopérative Sirio, qui était partenaire du projet, qui a participé à ça. Donc là, c'est pour vous montrer, hein, les élevages étaient loin géographiquement, mais surtout, ils étaient différents les uns des autres et différents de là où on avait enregistré les données. Donc, il y avait 5 élevages Sirio qui étaient partenaires pour le projet. Dans chacun des élevages, on est allé installer un enregistreur avec 3 à 6 caméras à chaque fois, selon la taille des salles gestantes. Et on est venu installer nos caméras. Les élevages sont similaires dans le sens où on a demandé à avoir des gestantes avec des DAC parce qu'on voulait des truies identifiées. C'était le point commun du projet, c'était d'exploiter ces données qui viennent des caméras avec de l'alimentation de précision et d'identifier les truies sur la partie santé et bien-être animal. Donc, il fallait des truies identifiées individuellement par RFID. Et on est resté dans des élevages standards avec du caillebotis. Par contre, comme je vous disais, si on avait fait notre évaluation externe dans des élevages identiques à ceux où le réseau a été entraîné, il n'y avait pas un intérêt fort. Donc, il y avait des cases qui étaient variables. On avait des cases qui allaient de 10 truies à 45 truies par case. Les cloisons de séparation des cases qui étaient pleines ou ajourées, ça, on l'a vu que ça pouvait perturber le réseau, de fait de voir des truies à travers des cloisons ajourées. Et la hauteur des caméras jouait aussi. Ça a un impact dans ce que Mathieu a présenté tout à l'heure sur le nombre de caméras qui sont nécessaires par élevage, où selon la hauteur, la surface couverte par la caméra ne va pas être la même.
Donc ça, c'est un exemple d'installation. On est allé chez les éleveurs qui ne sont pas des stations expérimentales. Donc on s'est adapté à chaque fois selon le contexte. L'idée, c'était d'être le moins invasif possible. Pardon. Donc là, on voit, on avait notre petite table avec notre ordinateur qui était posé dans une case non utilisée de la salle. Et on avait les quatre cases qui étaient branchées un peu plus loin. L'objectif était d'avoir des enregistrements pendant une semaine par élevage, 24 heures sur 24, avec les caméras qui avaient des lampes infrarouges pour évaluer aussi la partie vision nocturne. On ne demandait rien de particulier aux animaliers et on ne demandait de ne rien changer dans la conduite pour les truies, pour le travail, pour la distribution d'aliments, pour toutes les interventions qui peuvent être faites dans les élevages. L'objectif, c'était d'avoir un fonctionnement de routine pour évaluer le réseau de neurones dans un contexte qui ne soit pas expérimental et qui soit réellement représentatif du terrain. Donc, l'objectif était de rien changer. Donc, on a pu comme ça récupérer une semaine d'enregistrement par élevage, donc sur 5 élevages avec le nombre de caméras précisé auparavant. Et donc là, moi, je remercie toutes les personnes qui étaient impliquées, principalement les éleveurs, Romain et Lorena qui ont aidé à l'installation des caméras, et Billy de la coopérative Sirio qui a grandement travaillé sur cette partie du projet. Merci, Johan. À partir des vidéos acquises dans les exploitations Sirio, nous avons continué à faire la natation. Donc, comme pour les précédentes, on voit bien qu'on a encore les 3 activités qui sont surreprésentées. Et donc là, on est parti du principe, sachant que les DAC et les abreuvoirs étaient très différents de ce qu'on connaissait, de les mettre de côté et de considérer les truies qui étaient en train de manger, en train de boire, comme étant debout pour l'évaluation. Ce qui nous donne ce résultat-là, où on voit qu'on a des performances plutôt moyennes sur tout ce qui est activité debout et couché, que ce soit sur le côté ou sur le ventre, et une faible performance au niveau de l'activité assise. Ça nous permet de montrer que le réseau de neurones a besoin d'être renforcé avec d'autres contextes, donc images issues d'autres salles, d'autres exploitations, pour être le plus diversifié et le plus générique possible. Comme l'a bien dit Joanne, le but était d'évaluer sur des contextes, des environnements, des salles qui étaient complètement différentes de ce qu'il avait déjà vu pour voir à quel point, quels étaient les impacts de ces différences par rapport à ce qu'ils connaissaient. Ça nous permet après derrière de mettre en place une politique pour un projet futur pour pouvoir améliorer le réseau de neurones. Si vous vous rappelez la première slide que je vous ai montré, voilà, c'est typiquement, on va reprendre des données issues de différents élevages pour les injecter à notre étape 2 et réaméliorer la solution finale. Une fois ce module d'inférence présenté, donc c'était vraiment le plus gros module que j'avais à vous présenter, on a les modules de traitement d'image. Le premier nous permet de redresser les images. Quand on regarde l'image au niveau INRAE, on voit qu'il y a de la distorsion. On voit que les limites du couloir sont légèrement incurvées. Si on veut réussir à rassembler toutes ces images les unes par rapport aux autres, il faut déjà qu'on la redresse. Donc les redresser, c'est rendre toutes ces petites segments incurvés, les rendre droits, comme on le voit sur l'image de droite. On fait la même chose pour les images fisheye. Donc là, on voit que la distorsion est beaucoup plus importante et donc dès qu'on les redresse, on a des changements significatifs. Pour la suite de la présentation, je vais plutôt montrer des exemples sur les données avec des caméras portantes, c'est plus parlant. Le module suivant est le module de mosaïquage. Donc le but étant de prendre les 3 caméras issues de la même salle et de les assembler pour pouvoir reconstituer la vue complète de la salle. Donc ici, on a la première caméra, la deuxième, la troisième. On les met les unes après les autres. On applique des traitements d'analyse d'image pour pouvoir, par exemple, pour la dernière, la retourner. Et après, on les assemble, ce qui nous donne la vue complète de la salle. Grâce à cette vue complète de la salle, on peut aller travailler sur la partie suivi des truies.
Donc, pour suivre des truies, on utilise les détections du réseau de neurones et on va comparer sur 2 images successives la superficie des boîtes englobantes, deux par deux, pour indiquer si 2 boîtes englobantes entourent la même truie. La métrique utilisée est une métrique qu'on appelle IOU, Intersection Over Union. Le but étant de regarder l'intersection entre 2 rectangles, donc 2 boîtes englobantes sur 2 images successives, de prendre l'intersection, donc toute la partie bleue de la partie ici, donc la partie commune, de prendre l'union, donc l'union des deux boîtes englobantes des 2 images différentes, et de faire la division, l'intersection divisée par l'union. Au-delà d'un certain seuil, on peut indiquer que les 2 boîtes englobantes qui sont dans 2 images successives correspondent à la même truie. Et grâce à ça, ça nous permet de suivre les truies les unes après les autres, comme on peut le voir sur cette image. Donc, quand on fait le suivi, on leur indique des identifiants, donc on voit des identifiants 1, 2, 3, 4, 5. Quand une nouvelle truie arrive, il y a un nouvel identifiant qui est généré. Quand une disparaît, on perd l'identifiant. Et voilà, donc c'est parce qu'on a analysé image par image ces différences entre les boîtes englobantes. Au niveau du suivi aussi, on peut voir là la partie vectorisation. Donc on voit les points d'intérêt, le suivi des points d'intérêt sur une courte vidéo. Enfin, une petite vidéo pour montrer un peu le suivi sur la salle globale. Si on voit la truie bleu ciel ici, on voit qu'elle passe d'une caméra à une autre et qu'on arrive à la suivre en conservant l'identifiant. Une fois qu'on a fait ce suivi, on passe à la partie localisation. Donc localisation, c'est repérer les truies dans différentes zones de la salle qui ont été pré-annotées. Donc la partie alimentation, abreuvement, couchage. Par exemple, ici, on peut voir que les zones 1, A2, A3 sont des zones de couchage, que nous avons des DAC numéro 8, numéro 11, un abreuvoir numéro 4, un abreuvoir numéro 3. On utilise ces localisations pour faire le lien avec les données RFID. Par exemple, le tableau que vous avez à gauche, le tableau en vert, c'est un tableau de données RFID qui viennent des abreuvoirs. On regarde, par exemple, on sait que le 1er novembre 2021 à minuit 26, la truie avec cet identifiant-là était présent dans l'abreuvoir 3. Au niveau de la vidéo, une fois on a détecté une truie qui était présent au même endroit, on sait qu'on peut lui affecter l'identifiant de la ferme, qui est le 10 64 67 23 73, au lieu de l'identifiant 3 qu'on avait généré précédemment. Et grâce à ça, ça nous permet de faire l'identification des animaux avec leur identifiant ferme. Le dernier module est enfin le module de génération des résultats, qui permet de générer 2 types de résultats. Des résultats détaillés, qui fournit pour chaque truie l'horodatage, donc toutes les demi-secondes, un identifiant de ferme, l'activité, les coordonnées des points d'intérêt, la localisation. Par exemple, le 1er janvier 2024, à midi 24, la truie 123 était debout en A1, avec le groin situé à tel endroit, le cou à tel autre, et la queue à tel autre endroit.